Il est 8h, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30, voilà. Et elle est déjà là, Amel Raldi. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. C'est la journée la plus longue de l'année aujourd'hui, n'est-ce pas? Le premier jour de l'été. Le premier jour de l'été. Alors l'été... Dès qu'il est arrivé un peu plus tôt, hein, voilà. mais bon. Toujours pressé pour s'installer l'été. Ah oui, 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 franchement, oui. Toujours pressé. Oh là là. Mais bon, il faut faire avec. On n'y peut rien. On n'y peut rien, on n'y peut rien. Toujours le dernier mot, finalement. Ah ouais, ouais, on fait avec. Mais allez, c'est pas On fait avec. Après, c'est pas si mal que ça, hein, parce que l'été aussi rime avec la mer, avec la plage, avec les vacances. Et parlons de mer, de plage, de vacances, d'été, de la journée la plus longue, eh ben, c'est prouvé scientifiquement que la mer a beaucoup de bienfaits sur la santé des personnes. Bah oui. Hein. Et ben justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur l'effet de la mer sur notre santé et particulièrement l'effet de l'iode sur notre bien-être et sur notre santé. Ben, notre spécialiste sera parmi nous pour nous en parler. Alors, d'en profiter pleinement. Alors, j'imagine que la journée s'annonce plutôt chaude. Ah oui. Voilà. Ah, oui, oui. Très, très, très. Alors, autant en profiter. N'est-ce pas? En plus, c'est le week-end. Allez-y, allez-y à la plage, oui. C'est le moment. C'est le moment. Elle n'est pas très convaincue, Amel. Hein. Pas beaucoup de conviction. Non, pas trop. C'est beaucoup plus les chaleurs que la mer. Oui, 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 exactement, oui. Voilà, mais sinon, il faut profiter pleinement, effectivement, mais avec beaucoup de gestes de protection. Surtout, il faut très attention. Il faut toujours penser à s'hydrater, porter des chapeaux, donc mettre des crèmes pour se protéger, mais sinon... Et aller là où les plages sont sécurisées surtout. Hein. Effectivement. Il ne faut pas trop s'aventurer dans des plages là où il n'y a pas la protection civile, les maîtres nageurs. Donc il faut attendre un peu quand même. Effectivement, effectivement. Voilà, donc ça c'était l'une des thématiques que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie donc de notre ami Ahmed Ghali qui nous vient chaque samedi. Cette fois-ci, il va nous emmener du côté de la Kabylie pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'une des plus grandes zawiyas en Algérie, à savoir donc la zawiya de Sidi Abdelrahman El Yellouli. Et ce matin également, nous allons nous intéresser, alors toujours la saison estivale, toujours les chaleurs. Alors quand il y a de grosses chaleurs, donc, comme on le sait, donc les personnes, c'est soit la plage, soit les forêts pour les pique-niques. Oui, n'est-ce pas? Le bon air. Et quand on parle d'été, on parle aussi malheureusement de beaucoup de feux de forêt. Nous avons eu quand même quelques mauvaises expériences dans les années précédentes. On remercie encore une fois la protection civile, aussi la gendarmerie, la population qui font un travail colossal justement pour lutter contre les feux de forêt. Alors un plan d'action justement a été mis en place, encore une fois de prévention, et nous allons en parler en cette matinée. Et nous terminerons l'émission donc comme chaque samedi en compagnie de notre amie Amine Aziri. Cette fois-ci, elle va s'intéresser donc à l'équipe du FLN et elle va recevoir donc l'un des anciens joueurs de cette équipe. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, Amel nous annonce déjà les couleurs d'aujourd'hui. Exact. N'est-ce pas? Les couleurs du ciel. Les couleurs du ciel. Mais on aura quand même un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc on disait, ça, il va faire chaud particulièrement dans les régions du du sud, voilà, où on aura 46 degrés par endroit. Ah, il faut vraiment faire attention, même si le climat est sec, donc quand même il faut faire attention. Toujours est-il que, oui, c'est un peu quand même des températures caniculaires. Effectivement, un peu plus de détails, Amel. Allons-y. C'est à toi. Merci Nour, bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, excepté de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, eh bien, le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et proches côtières. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux, on aura toujours des orages également vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Ghat Tassili, le sud du Sahara oriental. Ces orages vont donner quelques averses par endroits du côté de Taman Rasset, à noter des vents forts sur le Sahara central qui va engendrer des sements de sable, donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très vigilants. Partout ailleurs, eh bien, le soleil s'en donnera à cœur joie.
Côté Mercure, eh bien, Météo Algérie a prévu au nord le maximum 41 degrés à Rodizane, 38 à Tlemcen, 37 degrés à Tizi Ouzou, 35 degrés Constantine, Galma, également Batna, 32 degrés à Annaba al-Bayad, 33 à Djelfa, Alger, Oran, au sud, 37 degrés à Gardaya, 38 à Tamanrasset, 39 à Biskra, 40 degrés à Béchar, 41 Ilizi, également Janet, 45 à Tindouf, et également du côté de In Salah, et 46 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et est, peu agitée sur les côtes centre. Des vents faibles sur les côtes ouest et est et des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes centre et les vents sont de secteur nord-est. Un petit voyage vers l'Amérique du Nord, eh bien, on aura quelques pluies éparses du côté de Vancouver, partiellement voilées à Miami, également New York, Dallas, nuageux à Montréal, plutôt dégagé en Californie et des pluies assez marquées du côté de Mexico. Le mercure affichera 15 degrés à Vancouver, 27 à Montréal, 24 en Californie, 30 degrés à New York, 19 à Mexico, 31 à Miami et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on note quand même des températures très élevées. Hein. Oui, 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 au nord comme au sud. Hein. Oui, effectivement, au nord comme au sud. Mais plus au sud qu'au nord. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la géographie qui le... Oui, exactement. Oui. C'est la position géographique qui le veut. Effectivement, il faut juste penser donc beaucoup plus à s'hydrater, à se protéger, surtout si vous êtes appelé donc à vous déplacer. Amel, merci beaucoup. C'est moi qui. Avant de se quitter, la photo du jour. Ah oui. Choisie donc par notre ingénieure du son, Zara. Alors Zara, aujourd'hui, a choisi de nous emmener à 512. Alors la précision. La précision. Parce que notre amie Zara, donc très perfectionniste. Ah, alors, ouais. Elle a choisi aujourd'hui de nous emmener, donc, comme je vous le disais, à 512 km donc, au sud-est d'Alger, particulièrement dans la ville de Ouadsouf, qui est connue par son appellation, donc la ville aux 1000 coupoles. Alors, Souf signifie fleuve ou rivière en berbère. C'est une ville qui est connue aussi pour être la capitale du tissage. Et donc, les femmes portent le haïk, et comme beaucoup de régions d'Algérie d'ailleurs, pour les hommes, donc c'est place au barnous, comme beaucoup d'autres régions également. Et palmeraie aussi. Voilà, donc très très belle palmeraie, effectivement. Magnifique. Merci beaucoup. Ah, voilà la tenue traditionnelle. Et voilà, très très belle tenue traditionnelle et très belle femme surtout. Surtout les bijoux aussi, hein. Faut voir les bijoux. Voilà, tout va avec. Ah oui, finalement. C'est magnifique. Merci beaucoup, Zahra, notre amie. Voilà donc Amel, on se retrouve tout à l'heure. Donc oui, avec plaisir. Du midi, après celui de 19h. Et à demain, à partir de 8h. Avec plaisir. Merci beaucoup, Amel. Et on continue, pause musicale. Et cette fois-ci, ça va être en compagnie donc, de Maria Ben Allel, qui nous interprète une chanson tirée donc, du patrimoine musical algérien, à savoir Sidi Boumediene. On se retrouve juste après. أجيني في المنام نقرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نقرا مساعدون بعد النحاس يعضلوا نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا سمر ضايا مسقي من جنته الخضراء
جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة على الغربة مرة نبكي على ولادي مرة نبكي على الهجرة مرة نبكي على المدارس نطالب طالق المحاضرة ومرة نبكي على الجوامع نطالب الإمام يقرأ Et voilà, donc cette fois-ci, nous recevons comme chaque samedi notre ami Hassan Ahmed. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Bon retour. Merci. صباح الخير عليكم. Merci, مرحبا merci. بكم. Pour la bonne cause. على بالي juste. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, Allah يسلمك يا عيش. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de la Kabylie. Exactement, parce que la dernière fois, on a commémoré le deuxième anniversaire du décès de Cheikh Tahar Ayt Al-Jitla yarhamou. Allah yarhamou Saad. Donc, et en préparant l'émission, je me suis rendu compte du nombre impressionnant de zaouïas qu'il y avait en Algérie. Tu sais, en essayant d'identifier, de localiser, je me suis rendu compte que rien qu'en a la région de Kabylie, il y a plus d'une centaine. Rien que ça. Rien que dans certains villages, il y a plus d'une zaouïa. Il y a jusqu'à 3-4 zaouïas. Par exemple, celle dont on va parler, la zaouïa de Sidi Abdelrahman Illouli, à Illoula, il y a 2 zaouïas. Entre elles, il y a quelques kilomètres. Il y a pas plus de 50 au cas. Et j'imagine le travail se fait en collaboration. Exactement. Et en général, quand il y a les chouyours dans une zaouïa et l'autre, donc ils vont se rendre visite. Des fois, ils organisent des sortes de concours entre les élèves, les étudiants, donc pour essayer de les booster un peu, les encourager, donc dans la mémorisation du Coran, etc. Et donc, c'est impressionnant. Et ça, c'est dans la région de la Kabylie. Donc, imagine à l'est, à l'ouest, au sud, ça doit être quelque chose de phénoménal. Et ça donne aussi c'est une mesure, c'est comme ça qu'on jauge un peu la relation des Algériens avec la science. Donc, c'est certains zaouïas qui remontent il y a 5-6 siècles. Donc, et on peut dire que c'est des zaouïas qui ont été créés sur la trace d'autres zaouïas, donc dont la mémoire a été effacée parce que les générations qui se succèdent, donc l'une efface l'autre. Donc, on peut dire que... Et ça doit être aussi de l'époque ancestrale. Donc, ça veut dire que c'est une société qui donnait une très grande importance et un intérêt particulier aux sciences et au savoir. Donc, et notamment avec Sidi Abdelrahman Illouli. Donc, on s'imagine maintenant, quand on dit Sidi Abdelrahman, donc c'est des gens qui étaient pieux, qui avaient quelques prodiges, qui ont fait ceci. Non, c'est des gens de science. Et ils maîtrisaient la science. Tu as entre les mains le deuxième livre. Celui-là? Celui-là, exactement. Et c'est un travail extraordinaire qu'a fait sortir Farid Atir, c'est notre ami Farid Atir, le Oustad. Il a publié des travaux faits par... c'est des ouvrages des professeurs de la zaouïa de Sidi Abdelrahman Illouli. Et ça donne une vraie mesure des travaux. Donc, ce n'était pas un simple travail de mémorisation du Coran, puis les gens, donc les élèves, en sortant, deviennent des imams dans un village jusqu'à la fin de ses jours. Non. Donc, il y avait une production, il y avait la rédaction, il y avait des échanges
échange de correspondance. Mais hélas, bien sûr, bon, la Zawiya Sidi Abdelrahman a été créée au début du XVIIe siècle. Sidi Abdelrahman Yillouli, qui est élève de Sidi Mohamed Saadi, qui est enterré à Délis, donc tu vois le lien. Et puis il a eu beaucoup d'élèves, entre autres, mais le coin est magnifique, c'est impressionnant. Donc elle est construite, on voit avec cet angle de tout village finalement. Exactement, c'est une colline qui est très surélevée, donc autour d'elle il y a plein de falaises, donc elle est vraiment isolée. Dans ce genre de coin, on ne peut faire qu'une chose: le savoir. Même l'agriculture, on ne peut pas. Le savoir, la méditation. La méditation, il n'y a que ça. Donc même là, quand on veut planter des arbres, non, ça ne donne pas parce qu'il y a. Il y en a déjà. Il y en a déjà et c'est très difficile. Donc vraiment, Sidi Abdelrahman a choisi un coin, donc c'est dans sa tribu, donc il lui a consacré le lieu et il a fait plein de hobous, donc pour l'entretien de la Zawiya et de ses étudiants. Et elle a été dès le début très fameuse. Donc des fois, donc elle pouvait accueillir jusqu'à 200, 300, même 400 étudiants, tu peux imaginer. Donc bien sûr, et c'était tout l'arche. Digne d'une université exactement. Finalement. Et c'est tout l'arche qui prenait en charge. Dès qu'ils ont quelqu'un qui devient savant parmi eux, donc c'est tout le respect. Et jusqu'à présent, et on l'a vu avec Cheikh Tahar Ait Al-Jet et tous les chouïrs de la région, s'il y a le moindre conflit familial ou entre des familles ou entre des tribus, donc quel que soit le degré, c'est ces chouïrs qui vont intervenir. Et ils sont très respectés, donc ils font leur justice à leurs femmes. Et l'intérêt, c'est de garder l'équilibre de la société. Donc, la ghalb ou la maghloub, c'est ça le leitmotiv de ces gens. Donc, elle était jusqu'au milieu du 19e siècle, elle s'est spécialisée dans ce qu'on appelle le qira'at, la lecture du Coran. Donc, parce que Sidi Abdelrahman qui a étudié chez Sidi Mohamed Saadi, donc il était spécialiste dans le qira'at sab'a ou le qira'at al-ashr. Il a transmis ça à tous ses étudiants, Ibn al-Kharrat, l'I'lawi, donc Ibn Antar. Donc, c'est des noms qui se sont succédés. Des fois, on n'a que des bribes sur ces gens. Après, je vais te dire pourquoi. Parce que et puis il y a eu une première réforme qui a été faite par Cheikh Mohamed bin Ali bin Malik Taqabi au milieu. Et ça, c'est la réforme. Ce qu'on voit, c'est la réforme de Cheikh Al-Hafidhi, Mouloud Al-Hafidhi, qui a fait l'Azhar. Lui, il a introduit de nouvelles matières d'études. Ça ressemble à un bulletin. Oui, exactement. C'est un bulletin. Donc, on a exactement. Et c'est l'emploi du temps. On a la matière, on a le manuel utilisé et on a les dates, les jours et l'heure. Très pédagogique. Exactement. Oh non, Cheikh Al-Mouloud, ça c'est pas n'importe qui, Cheikh Al-Mouloud Al-Hafidhi. Ce qu'il a écrit en astronomie, même les astronomes d'aujourd'hui ont besoin d'étudier pour comprendre, parce qu'on en a déjà parlé, il a relié l'ancien et le nouveau. Donc il a fait une deuxième réforme pour l'enseignement à la Zawiya de Sidi Abdelrahman Yillouli. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle avait son propre règlement intérieur qui a été fait par Sidi Abdelrahman Yillouli. Il ne permettait à aucun membre de sa tribu, de l'Arsh Yilloulin, d'interférer dans les affaires de la Zawiya. Donc l'organisation, la gestion, l'administration étaient faites par les propres étudiants de la Zawiya. Donc ils s'organisaient en comité, donc c'est les plus avancés dans leurs études qui s'organisaient, et ils avaient une organisation hiérarchique, donc c'est comme une caserne, donc, et il y a les petits qui commencent à faire ceci, à faire cela, donc ils ramènent de l'eau, donc et puis quand ils grandissent, ils rentrent dans la gestion, ils ont bien sûr leur plantation, et puis dans l'enseignement du Coran. Ça, c'est l'un des travaux de l'un des chouïrs, je crois que c'est Ibn Antar de la Zawiya, donc c'est l'un des manuscrits. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, la Zawiya, c'était le pôle de la région, un centre culturel, et c'est l'un des premiers lieux qui ont été bombardés pendant la Révolution. Donc déjà, il y avait la fermeture de la fameuse résistance de 1870. Donc il y a pas mal de zawiya et de mosquées qui ont été brûlées. Et puis pendant la Révolution, c'était l'hécatombe pour ces zawiya. Donc la zawiya a été brûlée, a été bombardée le 11 juin 1957.
Et on dit que les livres de la Zawiya ont continué à brûler pendant 3 jours. Donc on comprend, on essaye d'imaginer l'ampleur finalement de la bibliothèque, de la richesse. Il y avait des archives de la Zawiya. Donc voilà tout ce qu'on a perdu. Ça, c'est une très vieille photo prise au début des années, je crois, 1954. Donc c'est les élèves de la Zawiya. Maintenant, on appelle Ma'had parce qu'après l'indépendance, la Zawiya a été transformée en Ma'had parce que c'est les gens qui ont voulu pour maintenir l'activité. C'est maintenant un institut de formation des cadres des affaires religieuses depuis 1984. La première année scolaire, c'était 84-85. Donc, et on a la suite de tous les ulama qui ont enseigné. Donc, on a parlé de... ça, c'est Cheikh Al-Hassan Nijri, Rabbi yarhamou, devant le socle où était installé le cadran solaire de Cheikh Al-Mouloud Al-Hafidhi. Et ça vraiment, ça me pince le cœur, parce que c'est l'un des cadrans qui est fait par Cheikh Al-Mouloud. Et quand il s'est installé là-bas, donc là où il a enseigné, donc il s'est donné la peine de... Et là, ce qui reste actuellement, donc on voit juste le socle, parce que le cadran a été perdu pendant le bombardement. Donc il n'y a que cette partie qui est restée. Donc là où il a installé des cadrans solaires, il a enseigné l'astronomie, et on voyait dans l'emploi du temps la matière astronomie. Donc, et quand on voit finalement, c'est un enseignement à 360 degrés, Ahmed. Finalement. 360 degrés, ça veut dire que tu as 2 dimensions. Allez. Donc, il y a... Rajoute alors les autres dimensions. Exactement. En fait, parce que si on veut parler de dimensions, donc il y a... En fait, je voulais dire, c'est un enseignement général, complet. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a l'enseignement... Il y a plusieurs classifications dans la civilisation islamique des sciences. Il y a l'ulum shar'iyya, donc tafsir, fiqh, etc. Il y a ulum al-lugha, on appelle ça ulum al-ala. Et puis, il y a les sciences exactes, donc les mathématiques, l'astronomie. Et c'est des sciences qui étaient utilisées aussi dans le besoin religieux. Par exemple, on apprenait l'arithmétique, l'algèbre, etc., pour le partage des héritages. Donc, on apprenait l'ilm al-falak pour déterminer le calendrier lunaire et les horaires de prière. Là, c'est aussi un autre... manuscrit de l'un des maîtres de la Zawiya. Donc, c'est ce qui a été sauvé. Et je remercie encore une fois l'Oustad Farid Atiq qui m'avait à l'époque passé. Donc, c'est ce qui me permet aussi non, exactement. Voilà. Ce qu'on l'avait vu. Donc, il a publié aussi quelques textes qui sont très intéressants, qui donnent aussi l'image du savoir et le niveau que maîtrisaient ces gens. Par contre, le deuxième livre, c'est Cheikh Saleh Aït Siddiq, donc lui, il s'est donné aussi comme objectif de faire connaître les chouyours de toute la région. Donc, et c'est en général, des fois c'est des gens qu'il a connus lui-même. Donc, on a vu qu'il a publié un livre sur Cheikh Tahar Aït Al-Jed. Donc, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Et là aussi, on a, donc, c'est le deuxième tome d'un livre sur les ulama de la région de Kabylie. Donc, voilà, donc, juste quelques lumières un peu sur ces lieux de savoir, ces lieux de culture, ces lieux de piété. Il faut dire aussi que la Zawiya, donc il y a Cheikh Mohamed Belqasem Boujlili qui a enseigné à la Zawiya de Sidi Abdelrahman il-Louli. Et c'est une autre facette donc on a toute la résistance, donc la résistance culturelle à l'occupation française. Donc il y a plein de dimensions qu'on peut trouver dans ces lieux, et il faut les préserver, il faut les maintenir, il faut surtout les faire connaître aussi. Certainement. Donc une autre lumière que tu nous as fait découvrir aujourd'hui, Ahmed. Ahmed, des événements à venir? Ou ça va être à l'accalmie parce que c'est les vacances? Non, le vendredi prochain, il y a la mosquée de l'Umma à Boulorine qui va fêter
c'est 80 ans d'existence. Donc, c'est la fondation, c'est le 80e anniversaire de la création de Jama' al-Umma, la fondation a été faite, bien sûr, par Cheikh Ahmed Sahnoun. À l'époque, il y avait Cheikh Taïb al-Uqbi, il y avait plein de gens. Donc, on va fêter l'anniversaire, Inch'Allah, à Jama' al-Umma. Donc, pour ceux qui sont intéressés, marhaba bihom. Inch'Allah, on reviendra peut-être sur l'événement samedi prochain. Inch'Allah, le lendemain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, on se retrouve samedi prochain. Excellente semaine à toi. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, on parlait de lumière et on va rester donc, avec la lumière, puisque Sami Abou Arour, cette fois-ci, s'est intéressé à une très très belle exposition, donc intitulée L'héritage de lumière, et on se retrouve juste après. Héritier de la lumière, une exposition qui a regroupé plus d'une soixantaine d'élèves et passionnés de la miniature et d'enluminure, encadrés par le maître Mustapha Adjaout. La plupart c'est des femmes. Il y a un engouement des femmes. Elles s'appliquent très bien, elles écoutent bien. Elles ont réalisé pas mal. Moi, je suis content. Je suis content de ce qu'elles ont réalisé. Vous allez voir vous-même ce qui a été quand même fait. Je me suis décidé à transmettre tout ce que je sais. Cet espace dédié à la création est une occasion de faire revivre cet art authentique profondément lié à notre identité islamique. C'était aussi une aubaine pour rendre hommage aux grands maîtres qui nous ont quittés. J'ai connu Mohamed Rassim Rahimou, je l'ai rencontré que 2 fois. Quand il a été le président du jury du prix national de la miniature. C'est le seul prix d'Azmini parce que c'était Rassim qui était le président du jury. Oui, donc après ça, il y a Ben Debbar qui nous a enseigné la décoration sur bois. Bien qu'on a découvert, on n'a jamais touché au bois, mais on apprenait sur le papier. Donc la miniature, je me suis spécialisé dans la miniature avec Mohamed Temman. Mon ministre, c'était Mohamed Ghanem. Le ministre de la Culture, qui a visité l'exposition, a salué cette initiative et a rencontré de près les artistes. Oui, je suis très honoré d'être en présence du grand maître Adjaout qui a bien voulu monter cette exposition. Et ce qui est très important, qui a pu transmettre à la génération d'aujourd'hui ce savoir-faire purement algérien. Ici, c'est une belle exposition qui regroupe des jeunes hommes et femmes entre 20 ans jusqu'à 70 ans, que des femmes. Et beaucoup de femmes. C'est extraordinaire, ce travail très fin dans lequel on est très très fiers. Cet espace de partage entre les artistes était une occasion pour exprimer leur reconnaissance envers leur maître. Je me suis inscrite dans l'atelier de M. Adjaout et là j'ai rencontré un homme merveilleux. Ça fait à peine 6 mois. D'ailleurs voilà mon premier grand tableau. J'en ai fait 3 mais celui-ci c'est le premier. Oui. Et M. Adjaout c'est quelqu'un qui se donne à fond. Il nous apprend sans modération. Toutes ces techniques, il les met à notre disposition. J'ai jamais vu un prof comme lui. C'est mon tableau qui s'intitule Mes fenêtres de la Casbah, c'est-à-dire ce qu'on voit de la Casbah d'Alger, c'est-à-dire d'en haut, hein, parce que vers l'Amirauté, vers la pêcherie d'Alger. C'est une œuvre inspirée de Rassim. C'est un mélange c'est une miniature plus enluminure. Au début, ça a été un peu difficile parce que la conception en elle-même est difficile pour faire les fleurs, c'est-à-dire le cheminement et tout. Mais M. Adjaout est toujours présent. Cette exposition collective présente plus de 200 œuvres artistiques de l'art de la miniature, de la calligraphie arabe, de l'enluminure, ainsi que des éléments du design d'intérieur. Elle se poursuivra jusqu'au 12 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.
Oui, effectivement, très très belle exposition héritier de lumière. Donc une exposition qui se tient au niveau du Palais de la Culture. Très très belle exposition, effectivement. Et à présent, nous allons nous intéresser à la santé, au bien-être particulièrement, puisque c'est l'été, l'occasion pour aller donc en mer, à la plage. Et beaucoup de bienfaits nous attendent donc en bord de mer. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre ami, donc docteur Hamouten. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, toujours un Toujours plaisir. un plaisir de vous compter parmi Moi nous. aussi, vraiment, réellement. Marhaba bik. Merci. Ça va docteur, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la mer. Donc nous sommes en plein saison. La saison estivale donc a été lancée et donc autant en profiter au maximum, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dans les bienfaits d'aller à la mer, vous avez le soleil, vous avez le sable, vous avez la mer, et puis vous avez cette ambiance. Donc, ce qui est les bienfaits pour le corps, le premier bienfait, c'est le système respiratoire. Vous savez que être au bord de la mer, les algues, il y a des oligo-éléments qui renvoient l'iode. Et même quand la mer est démontée et que vous n'allez pas nager, le seul fait de rester devant la mer, eh ben vous faites de la décongestion de tout ce qui est des voies respiratoires. Et ça, c'est un décongestionnement. Il n'y a pas que ça. C'est un anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien, surtout quand vous êtes dans l'eau, quand vous nagez dans l'eau. Et donc, tout ce qui est asthme, moi qui étais asthmatique, donc j'ai pratiquement, mon père tous les étés nous emmenait à la mer et ça faisait partie de la thérapie. Et donc, les sinusites, tout ce qui est chronique, c'est un anti-inflammatoire. Donc, quand on fait de la grippe, qu'est-ce qu'on nous demande voilà, décongestionner avec de l'eau de mer. Sérum salé. Voilà. Donc déjà, et surtout les gens qui marchent au bord de la mer, mais vraiment profiter et bien respirer à chaque pas. Inspiration, expiration, c'est toutes les toxines. Vous renvoyez les toxines et vous prenez tout ce qui est pur. Donc voilà, et il y a le système ostéo-articulaire. Vous savez que les patients qui ont des pathologies articulaires, notamment la gonarthrose, l'arthrose des hanches, des chevilles, le fait d'aller dans l'eau, il y a la poussée d'Archimède. Donc vous faites de l'activité physique, vraiment de l'activité physique, vous vous musclez, mais tout en soulageant l'articulation. Et quand c'est de l'eau froide, alors ça booste le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Mais dès que l'eau chauffe, que ce soit l'eau ou le sable, l'articulation s'ouvre. Vous savez, quand c'est des douleurs arthrosiques, donc c'est l'articulation qui est soudée. Donc le fait de la mettre dans l'eau et de muscler surtout d'activer ces muscles, et ben l'articulation est soulagée. Voilà. Et en plus, il y a ce qu'elle rapporte dans la peau. Vous savez que c'est pour la cellulite, il n'y a pas mieux que l'eau. Alors tous les régimes, toute l'activité physique, il n'y a pas mieux que l'eau. Oui. Voilà. Et puis, c'est un très bon cicatrisant. Donc tous ceux qui ont les femmes, les post-accouchés, enfin les post-césarisés plutôt, même les post-accouchés, plus de 40 jours bien sûr, aller à la mer, ça accélère la cicatrisation. Donc tout ce qui est appendicite, et ça fait de très très belles cicatrices. Donc ça cicatrise très très bien. Puis vous avez le système immunitaire. Je vous ai dit, l'eau de mer est un antiviral, antibactérien, et il y a tellement d'éléments dans l'eau. Vous savez que l'eau de mer est constituée à 96 à peu près % d'eau, et puis on a des aliments, on a du magnésium. C'est pour ça que les gens, ça booste vraiment la santé mentale et physique. Donc aller au bord de la mer, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Après, nous avons de beaux jours devant nous. Oui. Nous sommes en pleine saison estivale. Mais sinon, docteur, vous recommandez d'aller à la mer. Bien sûr, maintenant c'est les vacances, donc il y a des personnes qui peuvent se permettre d'y aller tous les jours. D'autres, ils peuvent fragmenter un petit peu leur visite en mer. Mais sinon, durant la journée, parce qu'il y a aussi la protection qui doit se faire à côté. Donc il y a les bienfaits effectivement, mais trop s'exposer. Pas du tout les 24 heures, ou je veux dire les 12 heures plein ou 18 heures plein. Exactement. Donc là, par contre, il y a aussi des éléments de protection à prendre en considération. Voilà. Alors vous nous recommandez finalement notre organisation journalière, comment elle doit se faire pour justement profiter au maximum et pleinement. Voilà. Alors les écrans, les pommades, ne pas oublier les pommades. Bien s'hydrater déjà dès le départ de la maison. En général, s'ils veulent profiter du soleil de la mer, c'est
très tôt le matin, même si l'eau est froide. Sinon, après l'asr, quand c'est vraiment au pic de la chaleur où c'est important. Sinon, les gens qui sont obligés d'aller toute la journée, c'est remettre leurs vêtements, des vêtements clairs qui réfléchissent la lumière. Bien s'hydrater, ça c'est très important. Vous savez que même boire un peu d'eau de la mer, sauf si elle est pleine de mercure, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, les mers diffèrent dans leur salinité. Quand il y a les rivières qui déversent, ou c'est comme Schleuf, je sais pas, l'eau est moins salée parce qu'on a... Mais quand les eaux sont très très salées, on déshydrate. Donc, on réhydrate et on déshydrate aussi. Parce que si on se met au soleil, on nage et on se met au soleil, on déshydrate. Donc, il faut vraiment prendre des parasols et sur les parasols, mettre encore des draps blancs, pourquoi pas, pour réfléchir la lumière. Et après avoir mangé, pour éviter la digestion et les problèmes cardiovasculaires, surtout les patients âgés. Vous savez que quand on mange, surtout on mange une grande quantité, le cœur travaille pour ce qui est pour le tube digestif. Et ça le fatigue. Et aller nager, ça peut entraîner une mort subite. Donc, il faut réellement, après avoir mangé, se reposer au moins une demi-heure jusqu'à 1 heure sous le parasol. Et c'est des occasions où le papa, la maman doivent raconter à leurs enfants l'héritage. C'est celui-là, c'est de donner enfin, les souvenirs, de parler de leurs grands, quand on sait qui est notre grand-père, notre grand-mère. Et puis les mamies, les papis, il faut les prendre à la plage. Il faut les prendre et c'est du bonheur. C'est pour ça que quand vous allez à la plage, fermez les yeux, vous allez voir les gens qui... On sent, on les entend rire parce qu'on a vraiment l'humeur, on a tout ce qu'il faut pour être en bonne humeur. Effectivement. Alors, donc, les gestes de protection à prendre en considération. Alors, bien sûr, on va nager parce que c'est tous les bienfaits desquels vous avez parlé, particulièrement pour les articulations. Aujourd'hui, c'est les maladies du siècle, docteur, n'est-ce pas? Oui. Qui touchent les articulations. Absolument. Et les maladies de peau, l'eczéma, l'eczéma, le psoriasis. Rien, aucun traitement ne donne dans le psoriasis. L'eau. La mer et le soleil, c'est vraiment, c'est pour ça que ceux qui ont des psoriasis, c'est une maladie psychosomatique, ben, guérissent pendant l'été, guérissent complètement, et c'est important. Il y a aussi le sable. Vous savez que le sable, il faut se protéger quand la mer est démontée et que les personnes âgées se mettent au bord de la mer. Donc ils peuvent un peu, quand les vagues viennent, il faut vraiment les mettre à l'extrémité de la mer, mais mettre les pieds sous le sable, et puis la vague qui vient, et c'est vraiment des massages pour les pieds, pour ceux qui ont des arthrites. Toujours vous parliez de la protection pour ça. Donc c'est voilà. Donc éviter à ces personnes âgées, quand la mer est démontée, et quand les mers où il n'y a pas de sable, c'est surtout rocheux, même si ils savent nager, ils peuvent être frappés et vraiment ils peuvent faire des fractures du col, ils peuvent faire vraiment accidentellement. Donc attention aux personnes âgées, il faut vraiment les accompagner et c'est un plaisir. Se souvenir qu'on a emmené sa mamie, son papy dans l'eau, c'est vraiment du bonheur. Voilà. Effectivement. Mais sinon toujours parce que nous on a envie de profiter pleinement donc des bienfaits de la mer, éviter le maximum d'accidents. Qu'en est-il des chocs thermiques, docteur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'exposent, il y a la température donc, du corps qui monte et puis on va plonger directement, on va sentir ce choc thermique. C'est surtout les jeunes hommes, surtout, ils aiment bien, il est comme un coq sous le soleil, après, et après, non, ça c'est le choc thermique, il risque, et beaucoup sont décédés comme ça. On avait un voisin à l'âge de 17 ans, c'est comme ça qu'il est mort là, ça fait très longtemps. Donc non, il faut éviter vraiment. Donc la meilleure, c'est s'exposer au soleil, mais se mouiller. Aller se mouiller, se remettre sous le parasol. Voilà, une des choses. Sinon, pour ceux qui veulent profiter du sable, surtout les personnes âgées qui ont de l'arthrose, vous savez que le sable, les enterrer dans le sable, pas quand c'est très chaud, mais même si c'est sous le parasol, le sable chauffe vite et refroidit vite. Et c'est des massages. Le sable, quand il est sur vous, il chauffe, il vous donne cette chaleur, et donc ça soulage la douleur. Mais si c'est une mamie qu'on met sous le sable, il faut vraiment la protéger par une serviette, vraiment mouillée, elle évite toute la tête, le cerveau, tout ça, avec une grande serviette qui va cacher ses épaules jusqu'à ses épaules et la laisser donc sous l'eau, mais vraiment couvrir. Voilà. Donc vous recommandez plus d'aller se mouiller souvent. La mer, la plage que les piscines.
Même que si les elles sont piscines. remplies avec l'eau de mer. Non, même si elles sont remplies à l'eau de mer, c'est stagnant, même si c'est renouvelé. Il n'y a pas mieux, on a un front de mer qui est magnifique. On profite voilà. pleinement des bienfaits Voilà. de l'eau, finalement, si ce sont des piscines remplies à l'eau de mer. Voilà, l'eau de mer. Et même quand je répète que que la mer est démontée, le fait de prendre sa chaise et de rester, oui, il ne faut pas oublier la symphonie que fait la mer. Vous êtes là et ça fait tchlach, tchlach, et puis tout le temps, c'est des musiques différentes. C'est incroyable. Comment traite-t-on l'eau traitée par ailleurs pour les soldats, etc. Ils prennent, soit ils leur donnent de la musique classique, soit ils leur donnent le son des mouettes et la mer. Ça calme l'eau. Oui. Voilà, pour qu'elle nous donne ses bienfaits. Ouais, voilà, donc autant profiter pleinement de la mer, c'est la saison, n'est-ce pas? Alors on rappelle juste qu'il faut fréquenter les plages qui sont protégées particulièrement, donc si jamais il y a des accidents, il y aura toujours de la protection civile qui peut donc intervenir au moment voulu. Et bien nettoyer avant. Oui. Même si c'est passé, c'est ça le défaut. C'est pas moi, cette couche, mais bien nettoyer. Je vous ai dit, moi, chaque année, je nettoie la plage où on est. C'est nettoyer avant et après. Et s'il vous plaît, prenez-le dans vos voitures. C'est que le problème, s'il n'y a pas de poubelle, il y a des plages qui ne sont pas, c'est avec des villages ou là, il faut les reprendre dans votre voiture. Vous avez la poubelle à la maison, reprenez-la. Ne laissez pas parce qu'après, il brûle. Et quand il brûle, c'est toxique. Donc, on vient au bord de la mer pour que le soir, ça se mette à... Il brûle et ça revient. C'est des toxines qu'on reprend. Donc, la solution est là, c'est de prendre sa poubelle dans sa voiture. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Alors déjà qu'on adore la mer et là, on va en profiter encore plus. Docteur, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour d'autres conseils. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Alors, on parlait de poésie de la mer. Et justement, la poésie de la mer, c'est un sujet auquel s'intéresse Samira Hajamar. Et on se retrouve juste après. Mon cœur a des yeux qui te regardent. Mon cœur désire t'offrir les plus belles promesses. Dans tes bras, tant de fois, je me suis laissée aller aux larmes de la mélancolie, des marins bravant tes humeurs. Des voyageurs qui te découvrent pour la première fois et qui se laissent langoureusement emporter par tes vagues. Au bord de ta robe royale, j'ai marché, j'ai rêvé de tes guerriers et de tes héroïnes. Ton odeur s'est inscrite dans mon inconscient, de tes légendes, celles d'Hercule, aux rois qui ont navigué longtemps, croyant te conquérir. Et finalement, tombé prisonnier de tes murmures. Aux saisons qui défilent comme ton zéphyr, le long de tes rives, j'ai chuchoté ton nom, Méditerranée. Mère de toutes les mers du monde, bassin creusé au cœur de la terre bénie par tous les seigneurs de ton histoire. Écume du matin, soir d'hiver arrosé d'oranges sucrées, on te dit imprenable et c'est vrai. On dit que les femmes, là-haut sur les terrasses de ta vieille Médina, parlent de toi, t'évoquent les nuits de Bokala. Entre les lignes, elles louent Dieu pour l'amour, avec la même force de ton ressac. Un matin d'hiver, avec la même patience qu'un oiseau, attendant tranquillement son repas du jour. Ton bleu azur, l'ombre sublime de ton flot, les bijoux que tu rejettes souvent sur le rivage, les sillons que tu traces, aussi dans mon cœur,
Mère de toutes les mères, mère de mon âme. Raison ou passion sont vouées à s'incliner face à tes courbes majestueuses. On dit de ta baie qu'elle est la plus belle au monde, et c'est vrai, que tu as inspiré 1000 poèmes, 1000 chansons et 1000 légendes, et c'est une évidence. Ô diable tristesse, loin de la détresse et du vague à l'âme, je te choisis mère de tous mes espoirs et de tous mes rêves pour cette nouvelle année et toutes les autres. Et donc de la mer, nous allons aller du côté de la forêt cette fois-ci, donc un autre milieu très très prisé par les citoyens, particulièrement donc lorsqu'il fait beau, particulièrement en saison estivale. Mais nos forêts ne sont pas donc à l'abri des catastrophes naturelles, particulièrement les incendies. Rappelez-vous, nous avons eu quelques mauvaises expériences et pourtant, alhamdoulilah, comme on dit, les gardes forestiers et aussi la protection civile, la gendarmerie, les citoyens aussi se sont mobilisés pour donc contenir et gérer ces incendies. Et comme chaque année, un plan d'action est mis en place afin de prévenir et de sensibiliser par rapport à ces feux de forêt. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, à savoir M. Samir Yahyaoui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci de m'avoir invité. Marhaba bik. Alors, vous êtes chef de service gestion à la conservation des forêts dans la wilaya de Blida. Exactement. Et vous êtes en alerte. Hein. Absolument. Pas, il y a votre radio qui est juste à côté. Bien sûr. Inch'Allah, il n'y aura pas d'urgence. Inch'Allah. Voilà, c'est ce qu'on espère. Voilà. Alors, M. Yahyaoui, comme chaque année, il y a une campagne de sensibilisation qui se fait justement pour la protection, encore une fois, de nos forêts. Alors, il faut dire que les incendies sont une catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est tout à fait normal, ça peut arriver dans le monde entier, et ça arrive d'ailleurs dans le monde entier. Mais sinon, quelles sont les principales raisons donc, du déclenchement des incendies de forêt? Voilà, donc pour faire un petit introduction, on sait que les feux de forêt, ils sont d'abord classés parmi les grands dangers et qui reviennent pratiquement chaque année. Donc, vu que le réchauffement climatique que nous subissons de plein fouet se caractérise par des périodes de sécheresse, et devant cet état de fait, par des périodes très allongées de sécheresse et de pluies diluviennes. Donc, le réchauffement climatique, donc, il a une influence négative, et les conséquences sur l'économie et la sécurité des citoyens et de l'économie sont là. Donc, et devant cet état de fait, le ministère de l'Agriculture a adopté une stratégie basée sur la participation de tous les secteurs étatiques ainsi que la société civile et les usagers de la forêt, bien sûr, pour l'exécution de tous les travaux préventifs. Donc, on prend les devants. Et pour ça, il y a toute une panoplie de lois qui sont là pour encadrer un petit peu toute cette prévention et tout. Donc, on a notamment la loi forestière, la 23-21, qui est là qui est là d'un grand apport pour maîtriser le phénomène des incendies. Donc, la nouvelle loi forestière nous a vraiment aidés dans la prise de conscience et dans l'intervention au niveau des terrains. Donc, pour ça, c'est-à-dire qu'on se prépare. Donc, les mots-clés de notre intervention, c'est d'abord la prévention, la préparation, l'anticipation et l'entretien et l'intervention efficace. Sur ce, nous remarquons que les bilans de ces dernières années, le bilan 24, qui est un bilan qui est assez encourageant vu l'avènement de toute cette panoplie de lois, notamment la loi 2404 qui est la 2404 et la 2321. Donc toutes ces lois sont là pour nous conforter dans nos actions et la prévention sur le terrain. Alors justement, M. Yahyaoui, le plan d'action sur terrain, comment il se fait? Commençons déjà par la prévention. Donc c'est la première chose à faire, la prévention, la sensibilisation, particulièrement auprès des citoyens. Alors comment ça se fait? Donc disons que
il y a le plan feu de forêt, il s'articule d'abord sur 3 volets. Donc c'est le volet réglementaire, le volet opérationnel et le volet organisationnel. Donc avant chaque campagne, il y a toutes les lois qui sont là, voilà, les lois qui sont là. Et puis on a au niveau des wilayas, on a le volet organisateur où se fait l'installation des comités opérationnels, des APC, de Daïra. Donc, toutes ces installations des comités opérationnels, Daïra, comités, plus l'élaboration du plan feu de forêt. Donc, au niveau des wilayas, on a la signature de plusieurs arrêtés, dont les arrêtés, la réquisition des moyens matériels et humains, l'installation des postes vigies, l'installation des comités opérationnels, la validation du plan feu de forêt qui est validé au niveau de la wilaya, bien sûr. Et puis des arrêtés relatifs, donc il y a pas mal d'arrêtés qui sont prises pour diminuer un petit peu les dépassements au niveau des forêts, tels que les campings, les barbecues, l'utilisation de motos dans les forêts. En plus de la campagne de sensibilisation intersectorielle, donc il y en a des caravanes de sensibilisation qui sillonnent toute la wilaya, notamment avec la présence de la protection civile, les forêts, la DSA et les associations bien sûr. En plus des prêches au niveau des mosquées. Donc chaque vendredi, on a des prêches au niveau des communes forestières. Donc on a un forestier qui fait des prêches et qui fait de la sensibilisation pour s'embêter et pour mettre sur le piédestal l'interdiction d'allumer les feux au niveau des forêts, notamment les barbecues et tout ce qui peut nuire à nos forêts et tout ce qui peut engendrer un risque potentiel, vu que ces dernières années, nous vivons un réchauffement climatique qui ne dit pas son nom, donc des températures allant de 35 à 40 et parfois 45 degrés. Donc là, le risque, les aléas climatiques, ils sont là. Donc pour ça, il faut vraiment rien laisser de côté et aller de l'avant dans la surveillance, tu vois. Donc en plus de ça, ces dernières années, nous voyons qu'on a l'utilisation des appareils de surveillance tels que les drones qui sont nouveaux dans l'air. Donc on a l'intervention aérienne et ces dernières années aussi, au niveau de la wilaya de Blida par exemple, nous avons des pistes d'atterrissage, donc nous avons intégré l'intervention aérienne, donc nous avons des points d'eau de ravitaillement pour l'intervention aérienne, en plus des différents points d'eau que nous avons sur le terrain. Donc tous les moyens humains et matériels sont mis à la disposition et les résultats, ils sont là. Oui. Et justement, avant de parler de résultats, si vous permettez, M. Yahyaoui, donc là, on parle beaucoup plus d'anticipation. Si jamais il y a feu de forêt, donc automatiquement, tous les corps sont mobilisés si jamais il y a feu de forêt. Ouais. Mais aussi, donc, vous avez parlé un petit peu des différents corps, de la mobilisation aussi de la société civile, voilà. Mais il y a aussi l'intervention majeure du citoyen qui est quand même partie prenante dans ce plan d'anticipation, notamment par un numéro vert que vous avez mis à la disposition du citoyen justement pour dénoncer si jamais il y a feu de forêt, n'est-ce pas? Voilà, donc, en plus de ça, j'ai oublié en parlant de prêche, puis on a fait beaucoup d'émissions radio, oui. Et puis on a même avec la cour de Blida, nous avons des émissions de télé par rapport à la nouvelle loi pour mettre sur le piédestal tous les interdits par rapport à la forêt. Et en plus de ça, nous avons les numéros verts, le 1070, le 1021 et le 1055 qui sont là à la portée des citoyens pour nous aider à avoir l'information au moment T, parce que franchement, le nerf de la guerre par rapport à l'intervention, c'est la rapidité d'intervention. Quand on arrive sur un incendie dans les 10 minutes qui suivent, tu vois, là on arrive à maîtriser l'incendie. Il est facilement maîtrisable. Voilà, il est facilement maîtrisable. Donc c'est plutôt notre vision des choses. Donc nous, à travers les massifs forestiers, chaque année, nous faisons un travail préventif, d'anticipation et d'entretien.
nous entretenons les pistes, les points d'eau. Donc on installe des chantiers à travers le massif forestier qui sont là pour faire un travail de nettoiement aux abords des forêts, les nids de poules par rapport aux pistes et tout. Donc tout ça, ils sont sur place. En cas d'incendie, ils interviennent directement. Donc tous ces gens-là, ils sont là, donc l'efficacité. Donc dès qu'il y a un incendie, nous avons l'information rapidement parce qu'on a des postes vigies à travers le territoire. On a des postes vigies mobiles qui sont dotés de radios. Donc dès qu'il y a une fumée qui est vue et tout, et nos éléments et nos brigades, ils sont stationnés au niveau des massifs. Ils ont des points de stationnement où la visibilité est bonne, où on peut intervenir rapidement. Donc on est sur l'incendie dans les 5-10 premières minutes dès qu'il y a un départ de feu. Et c'est ce qui explique que les résultats de la campagne 2023 est un résultat qu'on n'a jamais, 2024 plutôt, est un résultat qu'on n'a jamais atteint. Il paraît que depuis l'indépendance, c'est le meilleur résultat en termes de superficie. Donc, par rapport au territoire national et par rapport à Blida aussi, l'année 2024, les résultats, ils sont là. La superficie, on a presque pas de superficie brûlée, à part quelques feux de strates herbacées ou de maquis. Donc, la superficie, elle a vraiment été considérablement réduite. Et tout ça est dû à la prévention, à la préparation, l'anticipation et l'intervention rapide et efficace des gens qui sont impliqués dans le dispositif incendie. Et il faut dire que ces dernières années, on a le décloisonnement intersectoriel qui a fait que tous les secteurs sont mobilisés, à commencer par l'ANP, la gendarmerie, les corps sécuritaires et toute la société civile, ainsi que la sensibilisation de ces riverains qui sont d'un grand apport par rapport à l'intervention et par rapport surtout à l'information pour être rapidement sur l'incendie et diminuer les dégâts. Voilà. Voilà. Alors aussi le travail se fait en collaboration avec la société civile. La société Absolument. civile qui vous accompagne pratiquement dans toutes vos actions. Ouais. Alors parlez-nous un peu de ce travail collaboratif qui se fait justement avec les associations, les comités et les associations. Voilà, donc j'ai omis de parler. Donc vous savez qu'avant les campagnes, donc on a les comités opérationnels, les comités de riverains. On a les associations, donc on a plusieurs associations avec lesquelles on a signé des protocoles, des petites conventions de partenariat entre les sociétés. Donc nous faisons de l'entretien de reboisement au niveau des forêts. En même temps, quand il y a un incendie, ils sont là, ils interviennent avec nous. Donc ils nous aident avec beaucoup de moyens. Et notamment, sans oublier de parler de la fédération de chasse, qui joue un rôle très très important parce que la fédération, c'est des partenaires privilégiés. Donc c'est leur forêt, c'est leur terrain de chasse, donc ils sont là. Donc quand il y a un incendie, ils sont là avec nous, ils interviennent avec nous, ils nous rapportent un confort, que ce soit matériel et humain. Donc ils sont là, donc la société elle est pleinement impliquée. Voilà, donc ils viennent avec leurs pelles et pioches. Voilà, et en plus de ça, les chasseurs, c'est des gens qui connaissent le terrain, ils sont habitués. Donc voilà, donc on met la main dans la main et on intervient rapidement. Donc les résultats, ils sont là. À Blida, l'année 2024, c'était une très bonne année. Donc on n'a pas eu pratiquement, c'est pas qu'on n'a pas eu, on a eu des départs de feu, on a eu quand même 40 foyers de départs de feu qui ont été maîtrisés rapidement. Donc cela dénote de l'efficacité du dispositif incendié, c'est-à-dire instauré par la conservation des forêts de Blida. Donc en parlant de superficie incendiée, nous n'avons que 3 hectares qui sont des départs limitrophes à la forêt, surtout les trucs qui nettoient leur jardin et tout. Donc c'est plutôt ça. Monsieur Haoui, si vous permettez un peu terminer sur un point. Alors nous avons vu par exemple les saisons précédentes, lorsqu'il y a un incendie, donc c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Donc les citoyens, ils viennent aux côtés de la direction des forêts, aux côtés de la protection civile pour donner un coup de main. Et généralement, les citoyens ne sont pas assez peut-être formés ou informés sur les bons gestes à prendre
pour pouvoir donc lutter contre les incendies. Est-ce qu'il y a par exemple des formations ou des ateliers pour pouvoir leur expliquer justement les bons gestes à prendre en considération pour la sécurité? Voilà, justement, pour rejoindre vos idées, c'est vrai que l'année passée, nous avons formé, il y a eu des formations qui ont été initiées par la conservation des forêts, la protection civile, où on a réuni les usagers de la forêt pour c'est-à-dire leur inculquer quelques informations de sauvetage, d'ailleurs, c'est-à-dire leur donner quelques informations de façon à pouvoir évacuer, de pouvoir éviter le danger. Donc il y a eu la protection civile et la conservation des forêts qui ont été avec eux. Donc on a formé les usagers de la forêt qui vivent à proximité des forêts, de la manière de se défendre quand il y a un incendie, de la manière d'intervenir et de la manière pour évacuer le terrain si le danger est là. Très bien, en tout cas... Donc il y a eu ce genre de formation pour les riverains quand même. Voilà, c'est parfait. En tout cas, ce qu'on souhaite, un bon été, une bonne saison estivale. Je l'espère, tous les 2025. Inch'Allah, 2025 voilà, donc, sera une année meilleure encore que celle de 2024. Donc l'année 2025, donc, le coup d'envoi, il a été lancé. Donc on est en pleine campagne. Tous les instruments géludiques, matériels, moyens humains et mobilisation, tout est sur le terrain, donc on est opérationnel. Inch'Allah. En tout cas, on espère que cette année sera encore meilleure que celle de 2024. Je l'espère. C'est ce qu'on espère, donc déjà pour la santé de nos forêts, pour Absolument. la santé des citoyens. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sabali Haoui, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes chef de service gestion à la conservation des forêts de Blida. Merci beaucoup, Monsieur Haoui. Donc, on va rester toujours dans le domaine de la botanique, dans le domaine donc, des forêts, des arbres. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux arbres centenaires qu'on peut donc contempler, admirer du côté de l'Institut national de l'agronomie. Et c'est Mariam Oussaïd qui s'est intéressée à ce sujet dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. L'École nationale supérieure agronomique est un véritable sanctuaire pour des arbres centenaires et exotiques. Les étudiants de l'école côtoient et profitent de la ramure et l'ombrage de ces spécimens. Certains de ces arbres se tiennent fièrement malgré les années qui pèsent sur leurs branches. Le docteur Boucher Brahim nous fait découvrir avec passion l'histoire et l'origine de certains de ces arbres. Parler des jardins botaniques, ici même à Alger, globalement, nous avons 3 jardins botaniques. Le jardin botanique ici même de l'École nationale supérieure agronomique, le jardin botanique d'Essé, jardin du Hama, et aussi le jardin botanique de la faculté centrale d'Alger. Auparavant aussi, par exemple, pour chaque jardin, il y avait des spécificités à mettre en place, des choix à accomplir. Le choix qui a été mis en place à l'École nationale supérieure agronomie, c'est de faire adapter certaines variétés, certaines espèces d'agrumes, certaines espèces productives d'arboriculture, mais aussi certaines espèces sylvicoles, et des espèces productives, notamment certains chênes. Au niveau de l'école, au niveau de son carré botanique, nous avons une allée de chêne liège, qui est une espèce particulièrement méditerranéenne, une espèce algérienne qui existe dans 8 pays du monde entier. Vous connaissez un peu les vertus, vous voyez un peu ce sujet qui est majestueux, qui a un diamètre d'environ 80-90 cm. C'est un arbre qui est utilisable aujourd'hui pour la récolte de liège en Algérie, et nous arrivons quand même à avoir ce genre de collection encore chez nous pour mieux expliquer aux étudiants un peu l'importance de ces essences naturelles qui poussent chez nous et qui ont une plus-value économique certaine, notamment le liège. On peut par exemple prendre l'exemple des allées des Washingtoniens qui a été mise en place au même titre que l'allée des Washingtoniens au jardin d'essai. Vous avez donc des sujets qui sont centenaires, comme ceux aussi du jardin d'essai. Vous avez les 2 espèces qui sont la Washingtonia filifera qui a un tronc relativement plus large que l'espèce robusta, encore plus bas. C'est une allée qui fait environ 500 mètres. Et vous pouvez voir un peu la beauté de mettre en place l'alignement, voilà, en respectant un peu le style des jardins français. Hein. Nous sommes aussi face à une autre espèce qui est le frêne. Le frêne excelsior, c'est une espèce aussi qui a été introduite dans certaines villes algériennes. Nous avons aussi un spécimen qui a facilement 100 ans, qui est centenaire aussi. Vous pouvez voir aussi la beauté de cet arbre qui donne de l'ombre. L'espèce est très utilisable, très convoitée pour son bois, qui reste un excellent bois.
Et c'est une espèce aussi à promouvoir chez nous. C'est-à-dire même si l'on veut introduire aujourd'hui certaines espèces, nous pouvons faire des choix, de choisir certaines espèces qui ont déjà montré leur adaptation au biotope et au climat de notre région écologique et ainsi pouvoir les mettre en place dans l'arboriculture. Toujours dans la même thématique de parler d'arbres centenaires, notamment les espèces autochtones et natives de chez nous, nous pouvons voir derrière moi les deux individus de l'espèce du pin pignon. Vous pouvez voir quand même que ce sont des arbres qui sont immenses, qui ont une circonférence très intéressante aussi. C'est un arbre qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'épine, très recherchée cette espèce pour ses fruits qui sont très comestibles et qui sont aujourd'hui très convoités dans le monde entier par rapport au prix. C'est ce que nous envisageons faire aussi dans le barrage vert. C'est une espèce aussi qui donne beaucoup de réflexion aujourd'hui dans le développement de l'arbre et son utilité pour la société rurale et la société et le domaine secteur socio-économique. En plus des espèces autochtones natives d'Algérie, nous avons aussi même à l'école certaines espèces qui sont exotiques, comme à l'exemple de Dracena draco, l'arbre au son du dragon. Cette collection existe en allée dans le jardin botanique d'Alger, d'Al Hamma. Et nous avons aussi deux spécimens parallèles en symétrie, deux spécimens symétriques qui sont ici même à l'école. L'espèce aujourd'hui retrouve une difficulté à se multiplier dans son aire naturelle, les îles Canaries, et vous pouvez constater de vos propres yeux que l'espèce est parfaitement adaptée. C'est aussi une espèce de collection qui a été introduite au même titre que toutes les autres. Et voilà, c'était donc les arbres centenaires donc, de l'Institut national d'agronomie. C'était un sujet auquel s'est intéressé Meriem Oussaïd. Cette fois-ci, ça va être une page d'histoire que nous allons ouvrir en votre compagnie puisque nous célébrons le 60e anniversaire donc, de la naissance de l'équipe historique du 67. 67. Vous avez dit 60, c'est rien. 67, pardon. Ça, c'est une faute de frappe. Voilà. 67e anniversaire, donc j'insiste là-dessus, vous l'auriez compris. Nous sommes donc en très très bonne compagnie, comme chaque samedi, en compagnie donc de Amina Ziri, qui cette fois-ci nous enrichit notre plateau. Amina, bonjour. Bonjour, Nour Houda, marhaba bik, très heureuse de te retrouver chaque samedi, comme d'habitude, avec ce joli sourire angélique. Donc, Allah yibarak alik. Et en plus, avec le noir, c'est la couleur préférée des stars. Hein? Et tu es une star de Bonjour d'Algérie, bien sûr. Bleu, hein? Oui. Donc, marhaba bik, Nour Houda, je dis bonjour à tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Et je dis aussi bonjour à nos invités. Donc, j'ai l'honneur ce matin de recevoir un grand honneur de recevoir des personnalités très, très importantes qui ont donné pour notre pays, pour l'Algérie. Donc, je commence par une figure emblématique très connue dans le monde du football. Il s'agit de l'ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et aussi président de la fondation de l'équipe nationale du football du FLN. Bien sûr, il s'agit du grand Maouch Mohamed. Bonjour monsieur Mohamed, marhaba bik. Bonjour, marhaba bik. Toujours un plaisir de les recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et de raconter un petit peu l'histoire de l'Algérie, l'Algérie combattante. Oui. Et avant toute chose, Allah yarhamhum wa wassa alayhum. Et bien sûr, mon maître, le grand monsieur, un grand monsieur, Yassine Ould Moussa, il est économiste, un passionné du patrimoine culturel algérien. Il a aussi occupé le poste de conseiller de président de la République chargé des affaires économique. مرحبا بك نقول لك أستاذي وين نروح نقولها. Je suis fière de le dire. J'ai beaucoup appris avec lui, surtout dans notre noble métier qui est l'animation, le journalisme. Donc مرحبا بك monsieur Ould Moussa. Merci pour cet accueil. Il est dithyrambique cet accueil. مرحبا بك. شرفتنا بحضورك.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci, madame, merci. Marhaba bik, ودايما un plaisir de vous recevoir. C'est Et bien réciproque. sûr, notre ami, un grand monsieur aussi, que je respecte, que j'estime énormément, c'est monsieur نصر الدين زرقاوي. مرحبا بك. دايما يعرفوك الناس بالنضال تاعك على الجزائر quand il s'agit de défendre l'Algérie. مرحبا بك. Donc, monsieur Zargaoui, Nasser el-Din, il est vice-président de la fondation de l'équipe de football du FLN. مرحبا بك monsieur نصر الدين. ميرسي. مرحبا بكم انتم. وانا كان لي الشرف. J'ai eu l'honneur que la fondation me désigne dans son bureau exécutif en tant que vice-président pour la perpétuité de la fondation et de l'équipe FLN et de donner encore pour notre jeunesse et encore ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont quitté, ce qu'ils ont fait pour l'Algérie et ce qu'ils ont fait toujours et nous les soutenons toujours. Monsieur Maou, c'est un grand honneur d'être avec nous. Un véritable devoir de mémoire surtout. C'est un devoir surtout de mémoire. Exactement. C'est un devoir. Ils sont là à Nour Houda justement pour médiatiser un grand événement en hommage à l'équipe du FLN. Cette équipe emblématique qui a beaucoup donné pour l'Algérie. Donc je commence par Monsieur Maouch. On voit d'ailleurs Amina sur la photo voilà, affichée en plein écran. C'est les membres de cette grande équipe. Il en manque quelques-uns, mais enfin c'est l'ensemble parce qu'il y avait 32 joueurs exactement. 32 joueurs qui ont fait partie de cette équipe. Bon, il n'en reste plus que 2. ربي يطول في عمرهم. ربي يطول عمرهم ان شاء الله. Donc un petit aperçu monsieur Maouch sur cette équipe de l'équipe nationale du FNN. Bien sûr, ils ont abandonné des carrières professionnelles prometteuses pour répondre à l'appel de la patrie. Ce sont donc ces 32 joueurs qui le 13 avril 1958 ont donné naissance sous la direction d'un grand chef d'orchestre nommé Mohamed Boumzrag à la glorieuse équipe du FLN, n'est-ce pas, monsieur Maouch? En effet, bon, il faut rendre un grand hommage à Mohamed Boumzrag qui a eu l'idée, parce que l'idée est partie de lui, mais avant ça, il y a eu une équipe des étudiants. Ils sont allés donc en Russie pour faire le Maharajan, le monde de... Donc, au retour, qui était entraîneur, lui, c'était un des plus anciens quand même et des premiers entraîneurs algériens diplômés en France. Donc, il est allé en tant que responsable en chef de cette équipe. Bon, au retour, j'abrège un petit peu parce que c'est long comme histoire, au retour, il a eu l'idée de former une équipe nationale composée de professionnels. Et il y a eu, c'est le hasard qui a voulu, j'ai été le premier à rencontrer Boumzrag à Paris. Comme j'étais militaire au bataillon Joinville, on s'est rencontrés comme par hasard un jour et on a commencé à discuter, à se rencontrer toutes les semaines au même endroit, même heure, etc. pendant des mois. Donc c'était décembre 57, janvier, février, mars, jusqu'au mois d'avril où il y a eu, bien sûr, il fallait quitter la France et rejoindre Tunis. Voilà, pour former cette glorieuse équipe combattante du FLN qui a fait connaître d'abord la révolution algérienne et le peuple algérien. Car beaucoup de gens, donc à l'étranger, quand on se déplaçait, ne connaissaient même pas l'Algérie. Et quand on leur disait, voilà, c'est un coin de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, dès qu'on parlait d'Afrique, ils nous disaient, pourquoi vous n'êtes pas noir? C'est bizarre, mais enfin, l'Afrique, il y a l'Afrique noire, il y a l'Afrique... Donc c'est normal, mais ce n'est pas de leur faute. Hein, c'est la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique du Nord et de l'Afrique. Voilà un petit peu. Et puis là, ça a commencé, bien sûr, des tournées à droite, à gauche, etc. Et c'est comme ça que cette équipe a fait connaître donc, le peuple algérien et la révolution, surtout la révolution algérienne, là où on passait, partout, que ce soit, moi je n'étais pas avec eux, mais que ce soit au Vietnam, en Chine, dans les pays de l'Est, les pays arabes, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là où cette équipe est allée, les réceptions
reçu par Diap, reçu par Ho Chi Minh, reçu par des présidents, par des... Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dans le Houda, cette équipe, ces joueurs qui ont eu cette opportunité à l'époque, en 1958, de participer à la Coupe du Monde en Suède. Mais malgré ça, sous les couleurs de l'équipe de France, mais ils ont refusé. Ils ont préféré jouer pour l'Algérie, pour les couleurs de l'Algérie et défendre l'Algérie à travers le football, n'est-ce pas, monsieur Yassine? Oui, moi j'ai l'habitude de dire les joueurs sélectionnés en 58 pour la Coupe du Monde de Suède à Stockholm, mais j'ai l'habitude de leur dire, ils sont passés de Stockholm à Tunis. Donc ils ont fait leur devoir. La constitution de l'équipe du FLN n'est pas le fait du hasard, c'est un long processus. Il faut toujours rappeler la cause et non pas s'intéresser aux effets uniquement. Alors parmi les causes, à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, les Algériens avaient compris que l'apartheid, le colonialisme, la colonisation ne pouvait rien apporter aux autochtones. Et ils ont commencé à utiliser un vecteur puissant de visibilité, de communication, politique surtout, qu'on appelle le sport. Et l'équipe du FLN est venue comme en musique, et à la fin, il y a un point d'orgue dans la phrase musicale. Je suis passionné de musique. Alors là, le point d'orgue du mouvement sportif national, ça a été l'équipe du FLN. Puisque nous parlons du devoir de mémoire, et la mémoire ne doit pas être sélective. Il faut parler de la mémoire dans sa globalité, dans toutes ses composantes. Donc, cette équipe du FLN, c'est le résultat d'un long processus de combat des Algériens et des sportifs algériens. Il est utile de rappeler le nombre de boxeurs, de cyclistes, d'athlètes, de footballeurs, d'autres disciplines qui ont connu la mort, les condamnations, les prisons, les tortures, etc. Donc il était normal que les hommes politiques qui ont encadré la révolution, et surtout ceux qui ont eu l'idée, parce que pour passer de l'idée à la réalité, il faut quand même du génie. Il y a une ingénierie, il y a toute une technologie d'organisation. C'est pas évident de transporter comme ça. Surtout, c'était des gens qui étaient surveillés, c'était des stars, ils gagnaient de l'argent, ils ont tout abandonné pour venir sous les drapeaux pratiquement. Et ça n'a pas été facile pour eux en tant que personne, mais ils ont répondu. Vous parlez de ceux qui devaient aller à Stockholm pour la Coupe du Monde, et ils sont allés à Tunis. Ils n'ont pas dit « je vais aller à Stockholm ». Et ça, c'est un symbole très fort de la jeunesse algérienne. Exactement. Qui a utilisé le sport pour mener... Et quel sport? Le sport roi, le sport roi, mais c'était des stars à l'époque. C'était des stars. Bien sûr, les Soukan, les les Maouche, les grands joueurs comme Zitouni, les Walikan, comme Bentifour, les sélectionnés en équipe de France à l'époque, il y avait Zitouni et il y avait Mkhloufi, avec Bentifour qui était entre presque, mais enfin. Il aurait pu y avoir peut-être 4 ou 5 joueurs en équipe de France algérienne à l'époque, pour Stockholm. Voilà. Et donc... Vas-y, bien sûr. J'ai envie de dire, on voit et on comprend aussi l'attachement, la conviction, le refus, mais alors catégorique de la colonisation, parce que ça reste quand même des jeunes qui avaient à l'époque 21 ans, 20, 21 ans, ils étaient beaux, qui auraient pu avoir une vie très épanouie, mais ils ont choisi la cause algérienne. En un mot, pour clipper la chose, ils ont quitté la gloire pour répondre à l'appel de la patrie. Oui, pour une autre gloire finalement, parce que ça reste quand même... Ils ont quitté la gloire pour répondre
à la paix de la patrie. Exactement. Il y a un point aussi très très important pour gagner un petit peu de temps, Nour El Houda. La question TAC, elle est extrêmement importante pour dire que l'Algérien, il est comme ça. Quand il s'agit de défendre l'Algérie, il est présent. Mais il y a on a eu une discussion tout à l'heure avec notre ami Yazid Toumert, avec nos invités bien sûr, sur le rôle des épouses de ces joueurs à l'époque qui ont joué un rôle très important. L'épouse de votre épouse, Monsieur Maouche, hein, elle est toujours en vie. Non, elle est décédée, Allah yarhamha. Elle était derrière vous, elle vous a aidé. Elle a beaucoup aidé. On peut parler beaucoup de mon épouse, Allah yarhamha ou Saliha, qui était quand même la secrétaire de Maître Ben Abdallah, un des grands avocats du FLN, et du collectif des avocats. Donc elle a fait 2 fois la prison, etc. Elle a été arrêtée 2 fois. Donc c'est une très très grande militante. D'ailleurs, même au sein de sa famille, son frère Abdelrahman qui était condamné à mort. Alors ses frères, sa mère, la même chose. Son père qui était un grand militant, il avait un café. Donc à Paris, c'était le PPA qui était régulièrement chez lui. Donc depuis bien avant la Révolution, hein, bien avant le début du déclenchement. Donc il dit Absolument. Les femmes, elles étaient toujours présentes. Alors il faut signaler le courage des épouses, qui la plupart étaient étrangères, car ces messieurs, à l'époque, ils étaient jeunes, beaux, et séducteurs. Donc, ils ont été très vite happés par la gente féminine, et puis ils se sont mariés jeunes, et c'est des femmes qui ont accepté de les suivre, de subir les... Alors, ça c'est un hommage. C'est un hommage à votre épouse. Qui a aussi joué un très grand rôle dans votre carrière aussi. Dans ma carrière de footballeur. Aux épouses de tous les joueurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui ont joué là. La plupart des joueurs étaient mariés à des Françaises et qui ont suivi ces joueurs-là, sans rien dire, au contraire. Et jusqu'à maintenant, hein. Oui. Jusqu'à maintenant, donc ils ont sillonné le monde pour... كانوا surtout يحبوا راجلهم. Bien sûr, ça c'est sûr. Monsieur Zergaoui, donc il y a un très... Nour El Houda, il y a un événement très important qui se prépare en ce moment à l'occasion du 60e anniversaire de la... 67e anniversaire de la création de l'équipe FLN. Très bien. L'équipe FLN, en 58, donc elle a été créée en 58. C'est le 67e anniversaire. Donc la fondation elle-même a voulu coïncider avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ce 67e anniversaire. Donc fêter ce 67e anniversaire avec tout un programme dont il a été élaboré par donc, tout le bureau de la fondation, qu'aujourd'hui nous remercions. On est nombreux dans ce bureau, en citant plusieurs qui ne sont pas aujourd'hui ici. Moi, je suis très contente, je suis fière. Je serai présente dans cet événement, en présence, bien sûr, avec une star de la télévision algérienne, Sajid Wassila Batiche. Donc, on sera présente pour animer justement ce gala, Inch'Allah. Donc, c'est un programme qui s'étale. Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Donc, tout ce programme. Nous le remercions infiniment au nom de la Fondation, de tout le groupe, hein, et de tous les ministères qui nous ont aidés, les ministres, etc. Il faut qu'on n'oublie personne. Exactement. Allez-y, monsieur. Donc, ce programme qui s'étale du 1er juillet jusqu'au 5 juillet, donc du 1er juillet jusqu'au 5 juillet, donc ce programme qui commencera par donc, la stèle, au niveau de la stèle, on porte avec une gerbe de fleurs, c'est comme ça. Un dépôt de gerbe. Un dépôt de gerbe. Une rencontre aussi au forum du Moudjahid. Au niveau du journal Moudjahid, donc une conférence qui sera donnée au niveau du journal Moudjahid, ça c'est pour le 1er juillet. Par le docteur le docteur qui va être le conférencier. Et donc, en soirée, il y aura
donc un dîner. Un dîner offert à tous les ambassadeurs, à tous les pays ils vont être honorés par leur fondation. Ils ont contribué aussi. Ils ont reçu l'équipe FNN dans ce temps-là, on s'est compris. Très bien. Ce programme s'étale jusqu'au 5 juillet. Très bien. Inch'Allah. Voilà, alors il va y avoir un autre invité que nous allons recevoir dans un instant, qui est aussi membre. Il est membre de l'équipe. Monsieur Zergaoui, on vous remercie. Moi, j'ai deux trucs. Je laisserai M. Bousmaha arriver. Très bien. Marhaba bik, bienvenue. Mais avant cela, ce sera juste une petite balade qu'on vous propose à travers ces images. À tout de suite. Voilà, donc de retour, et cette fois-ci, nous recevons un autre invité aussi. Exactement, et une musique qui nous fait rappeler une figure emblématique du Cha'bi. Oui. Amimar pour les intimes, mais vous êtes un amateur de ces chansons, monsieur. Un fan. La musique vous a bien emporté, en tout cas. Pardon? La musique vous a bien emporté. La musique vous entretient le cerveau, madame, et le structure. Ceux qui font de la musique sont toujours en avance parmi les autres élèves dans le monde entier. Dans un pays d'Europe centrale, appelé l'Autriche, le professeur le plus sollicité, c'est le professeur de musique. فهمتي علاش قلت لك أستاذي وأفتخر. Je suis fière. Donc je suis fière aussi et honorée, on est tous honorés de recevoir aussi monsieur Bousmaha Youssef qui est membre exécutif de la fondation. Le bureau exécutif. Du bureau. Donc مرحبا بك. شرفنا بحضورك. Vous êtes très élégant, Masha'Allah. Comme d'habitude. مرحبا بك, comme d'habitude. Ce qui me plaît, c'est que ces jeunes, ils ont gardé toujours, ils sont toujours jeunes, ils sont pleins de vie. Vous êtes 18 ans. 8 ans. Monsieur Bousmaha, marhaba bik. Donc, on est très honorés. Merci pour l'invitation. C'est très gentil de votre part d'accueillir le bureau exécutif de la fondation de l'équipe nationale de football du FLN, historique, 1958-62. Voilà, on est là. Si vous avez des questions... Oui, on est là juste toujours dans le cadre de la médiatisation de cet grand événement qu'on va célébrer, qu'on va vivre justement à l'occasion du 67e anniversaire de la création de cette équipe emblématique. Je peux jouer aux journalistes? Oui, bien sûr. Vous êtes aussi journaliste. Un peu, pas beaucoup. Il serait bon de rappeler le rôle de la Fondation, si tu veux bien. Le rôle de la Fondation, en 2 mots. Je ne vais pas m'étaler trop. Ne t'étale pas, mais au moins... Je reviens, merci pour la question, Yacine. Je reviens au statut. Au statut de création de la Fondation. Et les statuts sont clairs et précis. La Fondation a pour mission principale de rappeler les valeurs de novembre. C'est clair. Voilà. Je crois que ça résume tout. Oui. Cela va mieux, sauf, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. La Fondation, quand elle a été créée, d'abord c'était pour réunir le peu de survivants qui restaient, je crois, en 2008. Ils étaient plus nombreux. Ensuite, le mouvement sportif national a connu beaucoup de mutations. Il est passé d'un amateurisme à un sport d'État, ensuite à un sport
plus ou moins professionnels de marché. Et il était bon que dans le pays, il y ait une institution qui soit un peu la vigie, le phare, qui sert de repère aux aspects moraux, éthiques et même techniques du sport. N'oubliez pas que la plupart d'entre eux ont été des grands joueurs et surtout des entraîneurs, et une grande partie des titres acquis par notre pays l'ont été souvent avec des entraîneurs issus de cette équipe. Donc c'est pour perpétuer une tradition, pour que la jeunesse algérienne soit toujours nourrie par ces valeurs. Et puis, il faut accepter l'idée que il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait vers quel port aller. Donc, il faut des repères. Tout à fait. Monsieur Bousmaha, si c'était à refaire, la nouvelle génération, la génération actuelle du football, elle fera la même chose si c'était à refaire. Certainement. Hein? Certainement. Chabna. Notre jeunesse, notamment. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il s'énerve trop. Ça, c'est notre. Quand il s'agit des couleurs de l'Algérie. On le voit à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ils sont là. Ils sont là. La jeunesse algérienne se lève d'une seule voix. C'est clair. C'est clair. Alhamdoulilah. On va essayer de voir quelques photos, Nour El Houda, que monsieur, excusez-moi, monsieur Ould Moussa, on va voir quelques photos, vous allez les commenter, monsieur. Oui, allez-y. Très bien. C'était il y a 3 ou 4 ans, avec Mohamed, on a été à Mohammedia. C'était un hommage magnifique qui avait été rendu à Kerroum, Allah yarhamou. Et voilà, par le wali de Mascara, dont dépendait Mohammedia, et son équipe. C'était magnifique. On a passé une journée magnifique, un hommage magnifique rendu au grand Kerroum, qui a été un joueur de l'équipe Afalan. Voilà. Il y a d'autres images aussi qui arrivent. Oui, il y a d'autres images qui arrivent, on va les commenter. D'accord. Voilà. C'était à Miliana, il y a 2-3 ans, c'est Mohamed. Aoudia, avec monsieur Aoudia. Aoudia, oui. Au milieu, les Waqfa Qdam Maouch. C'est la fille de feu, Ferrouchi, Allah yarhamou. C'était le premier ambassadeur, c'était d'abord le commissaire politique. C'est une famille de patriotes aussi, de moudjahidines, de chouhada aussi. C'était le premier ambassadeur de l'Algérie combattante en Chine. C'est la seule. Et elle a tenu à rendre un hommage à son papa. On a passé la journée à Miliana. Chaque année, on recommence. C'est une photo qui a à peu près 25 ans. C'était à l'occasion d'un anniversaire de l'équipe Afalan. Alors, comme tu vois, si vous voulez, je vais vous citer les noms des joueurs. Allez-y. Alors, d'accord. Alors, le premier à droite, c'est Allam, Allah yarhamou. Je salue sa famille et notamment sa fille Sabah qui est avec nous dans la fondation. Et son fils Reda. Et son fils Reda, oui. qui est moins présent parce qu'il est à l'étranger. Alors, Mokran Walikan, sa fille est secrétaire générale adjointe à la fondation, Nadera. Alors, le troisième, bon, je passe باش ما نعطلكمش واسمه تاع توروز فكرني Bouchouk. Ensuite, alors, parce que je suis loin là, je ne vois pas très bien. Ensuite, واسمه نعم قالك مي tes lunettes. Non, tes lunettes, mes lunettes de près pour lire de près, oui. Alors, il y a Zitouni, un ami, un membre de l'Assemblée,
رشيد مخلوفي الله يرحمه، زيتوني مصطفى، محمد ماوش، اي فوالا لتحت. الور قاعدين اون ريفيان على فوتو سيل فو بلي. الور قاعدين كاين كروم. بون جو باس sur le personnage qu'il y a, ça c'était moi, Mohamed Soukan, Abdelrahman Soukan. Zouba, je ne le vois pas dans cette photo. Hein. Allah yarhamou Zouba. Voilà. On va passer à une autre photo, oui. Probablement. Oui. Alors, il y a d'autres photos, on me dit en régie, voilà. Alors là, il y a à peu près 3-4 ans, Mohamed Gelma, qui est rehna Gelma. Hana rana ma Serridi, le grand Serridi. Le grand Serridi, Mohamed avait tenu à lui rendre hommage. Très bien. Donc, je crois qu'on n'a plus de temps, malheureusement. 2 minutes encore, on me dit. Très bien. 2 minutes, j'aimerais dire une chose. Allez-y. La mémoire, ce n'est pas pour les vieux. Oui. La mémoire est une matière précieuse pour les jeunes. C'est les jeunes qui ont besoin de mémoire. Et la mémoire, il faut l'entretenir. C'est pour ça qu'il y a la fondation. C'est les jeunes qui ont besoin de la mémoire pour tracer des repères et savoir où ils vont. Et ceux qui n'ont pas de mémoire n'ont pas de... les 2 minutes, Mohamed. Hein? Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, monsieur Boussemah. Pour la bonne cause. Donc c'est important qu'il y ait une institution qui fait ce rôle. Il y en a d'autres. Hein? Il y en a d'autres. Il y a les radios, il y a les médias, il y a la télé, il y a la presse, il y a les clubs, il y a la culture sportive, il y a les centres de formation ISTS, etc. Mais il faut toujours, la mémoire est nécessaire dans le mouvement sportif, mais elle est nécessaire dans l'encadrement, la conduite et le développement de la société. Donc un dernier mot, Monsieur Maouche, un message peut-être à la jeunesse. Oui, mais bien sûr, on peut. Il y a beaucoup de messages pour cette jeunesse. Cette jeunesse qui est pressée, hein, qui est pressée pour réussir, pour arriver, pour avoir tout. Non, on leur dit à cette jeunesse, alhamdoulilah, an-nablad, mashallah, c'est avec le travail, avec les connaissances qu'on peut arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain avec tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qu'on entend. Inch'Allah. Inch'Allah, shabibat ta'na hadi tafham. Inch'Allah. Bli ma haja ma djish. Sahla. Koulish بالخدمة et avec le temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Le dernier mot revient normalement au président, c'est Mohamed Maouche. Bon, moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais juste rappeler que nous sommes ici dans le cadre de la préparation des festivités du 67e anniversaire. Inch'Allah, tout va très bien se passer et je voudrais, et mon dernier mot, je voudrais saluer la mémoire des 32 joueurs et des 3 commissaires politiques qu'on a tendance à oublier. فروخي هضرنا عليه الله يرحمه سي محمد علام et Chaïb Très bien. Juste, je voulais un petit Moubarak, joyeux anniversaire à Khadija Fellah, qui est aussi une grande dame que je salue, qui nous suit en ce moment. Donc, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, un honneur. Effectivement, c'était une chanson qui a été choisie pour vous d'ailleurs. Merci. Ça a été un honneur d'avoir partagé le plateau en votre compagnie. Merci encore une fois, Amina. On se retrouve lundi.